Ce qui nous permet maintenant de lancer la dernière session qui va être menée de main de maître. Alors vous êtes toujours en fin de digestion. On passe à la prévention et donc nous allons avoir 3 acteurs qui vont nous expliquer leur démarche pour faire évoluer la prévention avec des outils qu'ils ont inventés et ils vont nous expliquer comment ils l'ont fait. Donc on va remettre Strasbourg et l'Alsace à l'honneur puisque nous allons avoir 2 intervenants, Monsieur Guillaume Faki qui est Monsieur Faki uniquement. Monsieur Faki uniquement, bon, qui est coordinateur des programmes stratégiques du pôle Alsace Bio-Vallée et secrétaire national French Tech du réseau thématique Health Tech. Voilà, je ne sais pas où il est. Il va arriver. Il va arriver. Vous nous entendez, Monsieur Faki? Oui, je suis là. L'invisible de Strasbourg. Voilà. Bonjour. Alors, dans quelle dynamique s'inscrit la démarche de Alsace Bio-Vallée pour faire évoluer les pratiques en prévention en santé? Alors, ça s'inscrit dans une dynamique territoriale. En fait, c'est la rencontre de plusieurs acteurs, avec un démarrage, je dirais, qui a été la transformation du site où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le site des hospices des hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec la construction du nouvel hôpital civil et la volonté de l'Eurométropole de Strasbourg de transformer le site pour rapprocher les acteurs médicaux des acteurs de la recherche et les entreprises pour générer de l'innovation. Justement, vous aviez une vidéo, vous nous direz à quel moment vous voulez qu'on la lance, parce que je crois que vous voulez la commenter. Oui, alors on peut lancer la vidéo, ça me permettra de commenter en direct. Elle défile pendant que vous commentez. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Strasbourg, donc c'est tout le site sur lequel nous sommes aujourd'hui. C'était un site qui était historiquement divisé en pavillons avec des spécialités. La construction du nouvel hôpital civil a transformé l'urbanisme du site. Et donc l'idée c'était vraiment de transformer le site pour réunir tous les acteurs qui pourraient générer de l'innovation. Donc comme vous allez le voir, vous avez ici le nouvel hôpital civil, ici l'IRCAD et l'IHU. L'Eurométropole a eu une vraie volonté à discuter avec les hôpitaux pour avoir 30 000 mètres carrés qui vont être construits, qui vont permettre d'accueillir les entreprises. Donc c'est au centre-ville de Strasbourg, il y a une proximité aussi avec la gare SNCF. Comme vous pouvez le voir, la cathédrale n'est pas très loin. Donc là vous avez le technoparc qui sera la surface qui va accueillir les entreprises, des laboratoires de recherche, donc là le laboratoire d'excellence en transplantation, ICUB qui est un laboratoire de recherche en robotique, l'Institut Carnomica qui est sur les biomatériaux. Vous avez ensuite ici la faculté de chirurgie dentaire. Vous avez ensuite l'IRCAD et l'IHU, le biocluster DARA, le projet d'hôpital pour de la même manière favoriser l'ambulatoire. l'IRCAD, l'IHU, j'en ai parlé, biocluster pour accueillir des entreprises, des chirurgiens puisqu'il y a un hôtel également. L'IRCAD et l'IHU, le nouvel hôpital civil, la faculté de médecine, le centre de recherche en biologie et encore un laboratoire d'excellence. Donc tout ça pour dire que c'est parti de ce projet-là. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que il fallait décloisonner l'innovation. Alors, pourquoi je dis ça, c'est le rôle du pôle a toujours été d'accompagner des projets d'innovation. Et on se rendait compte assez rapidement que ce qui se passait, c'est que on avait des projets qui étaient très intéressants, notamment sur le suivi ambulatoire des patients. Mais souvent, les projets n'arrivaient pas à terme ou n'arrivaient pas à trouver leur marché, simplement parce que les acteurs ne se parlaient pas et parce qu'on ne mettait pas tous les acteurs autour de la table. Et puis, on a discuté avec... Oui, pardon. Oui, non, justement, alors donnez-nous quelques exemples concrets des projets que vous avez pu mettre en place. Alors, je parlais d'une initiative qui a un petit peu déclenché aussi tout ça, c'est la création du Hacking Health Camp, qui est une initiative qui a été importée du Québec. Qui s'est déployée en Europe. Il y a des Hacking Health Camp un peu partout maintenant en Europe. L'idée est de faire sur 3-4 jours, avec une journée d'acculturation et 2 jours de hackathon santé. Et l'idée, c'est de faire venir des ingénieurs, des médecins, des patients, des designers, et de travailler autour de projets sur un week-end.
Et quand les gens apprennent à discuter ensemble, on se rend compte qu'ils arrivent à générer de l'innovation et surtout à générer de l'innovation pertinente. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'en ai entendu parler juste avant. Monsieur qui s'appelle Xavier, je crois, a dit l'année prochaine, je veux parler d'usage. Et ben, c'est exactement ça. C'est de mettre l'usage au centre de l'innovation et de mettre les acteurs qui vont être aussi les usagers dans la boucle du développement de l'innovation. Ça, c'est le premier exemple. Alors, pour vous donner un exemple très concret, il y a maintenant 2 ans, on a eu un projet qui a été porté par une de mes anciennes collègues. Elle voulait avoir un projet pour développer un outil pour la rééducation du genou. Donc ils ont travaillé sur ce projet et puis ils ont discuté avec des kinés. Les kinés leur ont clairement dit écoutez, vous n'avez pas de marché, c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc vous pouvez travailler sur un outil, mais il ne sera pas déployable. Et puis ils ont discuté avec d'autres médecins, notamment des gynécologues, et puis il leur a dit par contre, aujourd'hui pour la rééducation du périnée, il y a une vraie possibilité, il y a un vrai marché. Et donc le projet s'est transformé d'un outil d'aide à la rééducation du genou à un outil d'aide à la rééducation du périnée. Ils ont développé le projet lors du Hacking Health Camp, et puis ensuite ils ont créé une société, et aujourd'hui cette société a développé un produit qui est commercialisé, et ils viennent de closer, et ils ont levé 600 000 euros pour pouvoir aller encore plus loin dans la commercialisation. Donc ça c'est les 2 exemples. D'ailleurs j'ai une petite vidéo sur le Hacking Health Camp, si on peut la lancer, comme ça ça vous permettra de voir l'état d'esprit de cet événement. On est aujourd'hui dans des mutations scientifiques, techniques considérables. Healthcare is a really complex domain. Les anciens modèles sont en train de s'effriter et se confrontent à cette nouvelle civilisation qui crée de nouveaux modèles. Je pense que les médecins, ils ont tout intérêt à être acteurs de la transformation plutôt que spectateurs. On a besoin d'outils adaptés à notre pratique. But it's really hard for them to get into the area. Toutes ces sciences nouvelles qui sont en train de converger les unes vers les autres sont invisibles du quotidien de l'individu, de la société. Par contre, quand on met un acteur culturel, un acteur social, un scientifique, un start-upper innovant, et qu'on commence à les mixer, à les hybrider autour de projets, autour d'idées, alors on crée de l'innovation. Transformer de manière concrète la pratique médicale dans ce pays, montrer par des exemples effectifs que la transformation elle est possible et qu'on peut grâce à ça transformer complètement la donne du système. On n'est pas là pour recevoir des enseignements par les experts sur ce qu'il faut faire dans le monde de la santé. On est là pour donner des idées et pour construire ensemble. What's really important is the way in which it gets people from different areas together. C'est un réseau humain qui se crée et une énergie humaine, une synergie créative et innovante. So I think this kind of model is only going to get stronger. Alors la spécialité de cet événement, c'est justement sa capacité à réunir tous les acteurs. Faire connaître les nouvelles tendances, les visions d'avenir, d'inspirer les gens et les participants. On vient de partout au monde pour assister au Hacking Health Camp. Hacking healthcare is this amazing way of people getting up to speed with the realities of what healthcare is about, what are the barriers, and how do you make a difference. C'est cette fusion de profils qui peuvent produire des choses extraordinaires. En tout cas, je ne connais pas d'autres endroits qui offrent ce genre d'environnement. C'est vraiment quelque chose d'unique en France et je recommande à tout le monde de venir ici, le vivre au moins une seule fois. Je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage de cet événement qui est assez exceptionnelle. Chaque année, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de compétences. On fait tomber les frontières, les champs disciplinaires. Et chacun a sa place. Very different backgrounds coming together. That is just fascinating, seeing the ideas coming out of this. Plus il y aura de patients, de professionnels de santé, plus on arrivera à faire émerger les projets. Et ce qui est génial là sur un week-end, c'est d'exposer les barrières. Tout le monde se parle de façon très décontractée et s'échange des informations et tu gagnes un temps fou à préciser tes projets d'avenir. It's amazing, simply. Et aujourd'hui, on se dit mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Alors c'est moi qui vais prendre la main. Donc on trouve, je ne vous vois plus. Je suis là, je suis là.
Oui, alors c'est fort sympathique, c'est intergénérationnel, c'est dynamique et tout ça. Alors quelle bonne pratique vous tirez de ces réunions que vous avez faites pour donner, entre guillemets, des recettes à ceux qui sont dans la salle, de faire ça un petit peu partout en France? En fait, ça a été dit dans la vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que ça casse les codes. Et du coup, les gens viennent non pas avec leur casquette, mais viennent en tant que personne. Et du coup, quand on est dans une équipe, et pour l'avoir vécu, c'est qu'on discute avec des gens, on ne sait pas exactement qui ils sont au démarrage. Et donc, on a une approche qui est totalement sans filtre. Et c'est là qu'on commence à avoir des discussions intéressantes, et c'est de là que vient après l'innovation. Donc, c'était vraiment des discussions sans filtre. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est de cadrer les gens, parce que c'est bien de pouvoir faire de l'innovation, mais il y a certaines contraintes, et c'est là aussi que l'organisation de ce type d'événement est importante. C'est que du coup, le fait d'être soutenu par l'ARS, par les hôpitaux, il y a des coachs qui sont disponibles pendant tout l'événement pour justement cadrer les gens, en leur disant attention. Là, par exemple, vous êtes en train de travailler sur des données santé, vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi. Donc, si dans votre réflexion, vous n'avez pas pris en compte certains paramètres, votre projet ne pourra pas aboutir. D'accord, donc il faut que ce soit bien encadré, et avec des objectifs à tenir quand même, au milieu de la bonne ambiance qui était là, quoi. Ouais. Ok. Et pour aller au-delà, je pense que c'est un événement qui est vraiment intéressant. Mais pour aller au-delà, je pense qu'il y a aussi un travail en amont à faire lors de la formation, que ce soit formation des médecins, formation même des ingénieurs, formation des entrepreneurs. Où aujourd'hui, je pense que si on ne prépare pas très tôt les gens à travailler avec les outils qui vont arriver, il y a un certain nombre de freins qui restent encore à lever, parce qu'il y a une méconnaissance des fonctionnements. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut travailler dès la formation des études initiaux. Exactement. Merci, c'était super. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Alors deuxième intervention, c'est l'accompagnement thérapeutique avec un retour d'expérience sur le projet régional du Centre Val-de-Loire de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Donc deux intervenants, Catherine Denis qui est cardiologue au Centre de rééducation cardiovasculaire Bois-Gibert, et puis Paul Bardière qui est conseiller médical, référent thématique cardiologie à l'ARS Centre Val-de-Loire. Alors, Madame Denis, vous vois-je secouer la main? Non, il faut qu'elle parle, pas qu'elle secoue la main. Voilà. Mais déjà, de visu, c'est mieux. Alors, pouvez-vous nous décrire le projet sur l'insuffisance cardiaque? Alors, Orléans, ça va venir, mais pour le moment, on vous entend pas. Je pense qu'il y a une histoire de micro, peut-être. Bonjour. Bonjour. Voilà, parfait. Allez-y, Madame Denis, décrivez-nous ce projet en 2-3 minutes. Ce projet concerne la région centre. Donc, c'est de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Alors, il va falloir coller votre micro pour qu'on vous entende jusqu'à coller au menton. Rabat, coller au menton. Qui nous a rejoint. Au menton. Et donc, ce projet de télésurveillance d'insuffisance cardiaque est basé sur une surveillance basique sur les symptômes des patients, symptômes de dyspnée, de toux, de fatigue, de prise de tension, de poids, et à côté de cela, un programme d'éducation thérapeutique qui porte sur l'alimentation salée, sur l'activité physique et sur des informations de la vie quotidienne. Le menton. Excusez-moi. Il faut vraiment le coller sur votre menton. Collez-le au menton, le micro, sinon ça fait... Comme ça, on réfléchit plus. Voilà. Donc là, il y a donc une première partie correspondant aux réponses du patient à domicile, à des questions pour appréhender son état clinique, et ça, de façon quotidienne, mieux. Et une deuxième partie comprenant de l'éducation thérapeutique, qui est proposée 1 à 2 fois dans la semaine. Par exemple, une semaine, c'est l'enquête alimentaire sur le sel. Une autre semaine, le programme d'activité physique, des informations sur la vie quotidienne, avec la possibilité par ailleurs d'accéder à ces fiches quand les patients le souhaitent. Ce programme a été inspiré fortement des ateliers d'éducation thérapeutique qui sont faits dans le centre de réadaptation cardiovasculaire.
et ont été écrites en collaboration avec les kinés, avec les infirmières, les psychologues, les diététiciennes du centre. Et pour cela, il y a une tablette dédiée au domicile du patient, une balance, un tensiomètre, toujours au domicile du patient, avec des objets que nous souhaitons connecter à terme. Nous avions également envisagé d'autres possibilités, d'oxymètre, d'actimètre, puisque l'on sait que la baisse de l'activité physique est un des premiers signes de décompensation cardiaque. Et ce projet vient en fait est un projet qui suit le projet du CHU de Caen, le projet SCAD. Le projet SCAD. SCAD qui est en cours depuis une dizaine d'années. Dont on avait déjà parlé d'ailleurs au cours de cet événement. Et que vous avez adapté un petit peu, je crois. Alors, il a fallu en fait que ce projet évolue. Et de ce fait, l'équipe de Caen, des cardiologues de Caen, nous ont sollicité, on les en remercie, et nous ont permis d'une part d'accéder à l'algorithme qu'ils avaient dans les alertes, puisque c'est une partie très importante du programme, et nous a demandé d'enrichir ce programme sur l'éducation thérapeutique et sur les activités physiques. Alors, on vous entend de façon un petit peu... Le projet. Le micro bouge. Faut recoller le micro au menton. Vraiment. Si votre voisin peut veiller pour vous. Ce projet de vous couper. Ce projet est donc porté par le centre de réadaptation cardiovasculaire, la Bois-Gibert, mais également par le centre hospitalier régional d'Orléans et par la clinique d'Orléans, qui est venue nous rejoindre dans un deuxième temps. Il est actuellement en cours d'expérimentation. Nous avons expérimenté ce système sur des patients essentiellement dans ces centres. Donc, ce sont des patients hospitalisés. Et prochainement, dans les mois à venir, nous expérimenterons chez les patients à domicile. Alors, merci. On va... Une petite question. Donc, l'objectif de ce projet, est-il de surveiller tous les patients de la région pour en diminuer le nombre d'hospitalisations, ou plutôt d'initier et de renforcer certains patients dans une sorte d'autosurveillance amenant à une éducation thérapeutique permanente? C'est Monsieur Bardière, je crois, qui voulait répondre à cette question. Bonjour, ça marche le micro dans la barbe? Oui, très bien dans la barbe. J'ai la même mais en plus court. Ça cale le micro. Merci. Alors, oui, vous avez bien compris, puisque Catherine vous l'a déjà dit, que c'était un projet de télésurveillance d'insuffisance cardiaque, et que donc l'objectif principal est effectivement de diminuer le nombre de décompensations aiguës, et donc de diminuer le taux de réhospitalisation qu'on a chiffré dans notre région. Il faut savoir quand même que on a 12% de patients réhospitalisés à un mois, 33% réhospitalisés à un an pour insuffisance cardiaque, ce qui est énorme, mais ce qui se retrouve France entière. Donc, pour aboutir à cet objectif de diminuer ces réhospitalisations et ces décompensations, deux moyens. Le premier, la surveillance des paramètres, tension, pouls et surtout poids à domicile, une surveillance régulière. Et puis, le deuxième, c'est rendre le patient le plus autonome possible dans sa compréhension de la maladie et dans son adaptation, dans l'adaptation de son comportement à la maladie. Et c'est ce que Catherine a évoqué tout à l'heure, le développement dans le système qui est mis à disposition des patients de l'évaluation de la charge en selle, l'évaluation de l'activité physique, des conseils d'activité physique, la meilleure compréhension du traitement, etc. pour que le patient puisse se prendre en charge lui-même. Dans le dispositif, on a individualisé 4 profils types de patients parce qu'on avait la chance de travailler avec un établissement de court séjour, le CHR d'Orléans, et un établissement de soins de suite, le centre Bois-Gibert, qui avait des besoins différents. Donc 4 profils différents, adaptables et individualisables.
Alors, question, quelles sont les bonnes pratiques mises en œuvre dans ce projet et comment les difficultés ont-elles pu être dépassées? Et puis vous aviez des contraintes, je crois, intégrées. Oui, vous avez des contraintes. Ah, pour les contraintes, c'est monsieur. C'est monsieur et puis le reste c'est madame. C'est partagé. Voilà. Alors, effectivement, la contrainte, c'est peut-être pas un mot très sympathique. On va l'appeler choix structurants, si vous voulez. Alors, ils sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. Ils ont structuré le projet du début à la fin. On va en citer trois principaux. Le premier, c'était d'utiliser la plateforme régionale déjà installée en région centre. C'est la plateforme qui vous a été décrite pour PAERPA. C'est la même. Le but, c'était que les médecins traitants puissent se connecter facilement sans changer d'outil trop fréquemment. Le deuxième point d'avantage, c'est qu'elle était déjà DMP compatible. C'est la 63e fois qu'on cite le mot. Le deuxième objectif structurant fort, c'était d'avoir une certaine souplesse d'adaptation des formulaires, des questionnaires des patients, de la façon dont on le présentait aux patients, et donc d'avoir une certaine facilité de modifier un formulaire quand quelque chose n'allait pas. Et puis le troisième choix structurant, c'était un choix de proximité, visant à ce que les patients puissent connaître la personne qu'ils avaient au bout du fil et qui effectuait la télésurveillance. Oui, vous aviez parlé de cette c'était importance du lien humain. Voilà, c'était l'importance du lien humain, c'est la personne qui a fait l'éducation thérapeutique qui va être l'interlocuteur du patient. C'était les trois choix structurants qu'on avait mis au début. Et Madame Denis, les prochaines étapes? Non, ou les bonnes pratiques peut-être. Vous aviez évoqué dans les freins notamment le manque de temps, les difficultés liées aux moyens humains. Oui, on est très sensible à l'accompagnement humain. Et le problème est effectivement le manque de temps, de moyens humains permettant de créer une véritable relation humaine avec le patient, avec des échanges, que ce soit des échanges téléphoniques, que ce soit des échanges via la plateforme, via SMS mais c'est vraiment très très important. La télésurveillance seule, on ne traite que des alarmes, ne fonctionne pas forcément. Il faut vraiment l'accompagnement et l'éducation thérapeutique prise en charge plus efficiente. Alors, peut-être que le problème vient de votre micro. Vous pourrez peut-être échanger de micro, juste le temps. Prendre le micro de monsieur, peut-être. Non, c'est le même que vous partagez. Non. Voilà. Le problème, c'est quoi? Voyez l'accompagnement humain. Le problème est la population ciblée qui est âgée et peu familière des nouvelles technologies, et il y aura sûrement un problème d'adaptation. Et l'accompagnement est d'autant plus important dans cette population. Et c'est vraiment très très important. Quelque chose les prochaines étapes maintenant, c'était. Et il y avait aussi M. Bardière qui avait juste un dernier point qui avait relevé une question de lenteur, une question de rythme également, très rapidement, si on enchaîne. Très rapidement. Ce que nous avons, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est la montée en charge du projet qui a pris plus de temps qu'on ne pensait, puisqu'on a été amené à résoudre plusieurs difficultés qu'on n'avait pas entièrement anticipées, puisque au départ, quand on avait dit on transpose le projet SCAD à la région Centre-Val de Loire, ça va être 3 clics et ce sera fait en 5 minutes. Ça a été un peu plus long. Et oui, voilà, le sur-mesure nécessaire parfois. Merci. Merci. Je crois qu'on a fait le tour de... Ou peut-être un mot sur vos prochaines étapes. Oui, Madame Denis. Donc, les prochaines étapes, c'est les tests sur les patients à domicile, qui seront courant 2018, à partir du mois de juin, semble-t-il, avec la mise à disposition de l'ensemble du dispositif à domicile en s'appuyant sur un prestataire technique qui reste à désigner. Et le projet concernera tout d'abord Orléans, Guagibert, le centre de réadaptation, et dans un deuxième temps sera étendu aux différents hôpitaux de la région centre. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous deux.
Alors on va avancer encore. On va donner la parole à Nantes maintenant avec donc une intervention de Pierre Brun. Directeur stratégie offre et innovation du groupe VYV. Vive. Eh oui. Alors Monsieur Brun, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que votre micro fonctionne? Dites-moi. On voit le bras qui bouge. Alors, voilà. J'ai un micro, ça marche? Voilà. Alors pouvez-vous nous présenter le groupe Vive en quelques mots collés sur le menton? Oui, en une minute, bon, parce que c'est vrai qu'on vous connaît, puisqu'on vous a déjà vu lors des dernières éditions, mais un petit rappel. Oui, ok, donc très rapidement. Donc le groupe Vive, YV pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait, il y a 3 grands domaines dans le groupe Vive. C'est l'union de très grandes mutuelles, des plus grandes mutuelles de France, Harmonie Mutuelle, la MGEN, la Mutuelle Nationale Territoriale, la MNT, la MGFI. En gros, cet ensemble de mutuelles représente aujourd'hui 10 millions de personnes protégées et ça en fait de fait le premier assureur santé de France, mutualiste, loin devant les autres opérateurs. On développe également des offres de prévoyance, on va en parler tout à l'heure. Le deuxième grand domaine d'activité qui est dans le groupe Vive, c'est tout ce qui est services, établissements de santé et d'accompagnement, puisqu'on regroupe environ près de 1000 services et établissements de santé, ça représente plus de 25 000 salariés pratiquement. On a entendu parler du centre Bois-Gilbert tout à l'heure, ils font partie de cet ensemble large qu'on appelle ViveCare aujourd'hui, de la mutualité française de sang. Et donc on peut avoir des cliniques comme à Nantes, la clinique Jules Verne, donc on a un grand nombre d'établissements dans le domaine de la santé, et également du transport sanitaire, du matériel médical et autres. Et le troisième grand domaine d'activité du groupe, c'est l'assistance à domicile, via une filiale qui s'appelle Ressources Mutuelles Assistance, et qui est aujourd'hui le premier assisteur à domicile de France, puisqu'on doit couvrir aujourd'hui près de 10 millions de personnes aussi. Donc voilà en gros pour les activités. Merci. Alors, on note d'année en année que vous êtes de plus en plus actif dans le domaine de l'e-santé. Quelles sont les dernières actualités, les derniers services que vous proposez? Alors il y en avait qu'on avait déjà lancé avant, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc on avait lancé un service de coaching personnalisé en 2015, Betterise, B-E-T-E-R-I-S-E, vous pouvez aller voir sur Internet. Ça, c'est Harmonie Mutuelle qui l'avait lancé, qui va être sûrement peut-être utilisé par les autres mutuelles du groupe. La MGEN, elle, ça qui est très intéressant dans le groupe, ça permet de croiser et d'enrichir nos expertises, avait développé ViveOptime, vous pouvez aller voir sur Internet aussi, qui est une plateforme de suivi autour du risque cardiovasculaire, prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc très très belle plateforme, on pourra en reparler tout à l'heure. Et plus récemment, effectivement, on en a entendu parler dans la presse, l'acquisition de la plateforme MedDocteur, qui permet de faire du téléconseil et surtout de la téléconsultation. Et on a une belle trajectoire prévue vers la téléexpertise et la télésurveillance demain. Et on a également, en termes de nouveautés, développé un panel, vous irez voir sur Internet aussi, qui s'appelle HCamp. Vous tapez HCamp Vive, VYV, et c'est le premier panel qui permet de tester des nouveaux concepts ou de nouvelles idées dans la matière de la e-santé, qui peut mettre en relation des professionnels de santé et des utilisateurs. On voit que vous avancez très vite, mais pour quelle raison un organisme mutualiste s'engage-t-il comme ça dans la e-santé, aussi puissamment, je dirais? Alors c'est des questions, oui, qu'on nous pose souvent. Alors je pense que c'est lié à ce que je vous ai dit au tout début, c'est-à-dire que le groupe Vive, c'est surtout comme le Harmonie ou MGN avant, on est aussi lié à d'importants services d'établissements de santé. Donc on est plutôt ce qu'on va appeler un acteur de santé global aujourd'hui. Et donc, de manière très concrète, notre mission centrale, quoi qu'il en soit, qu'on soit mutuel au service d'établissement de santé, c'est optimiser l'accès aux soins, optimiser l'accompagnement quand tout va mal, quand il y a des maladies chroniques, à l'isolement, et devenir davantage acteur de sa santé. Donc, on fait déjà des actions de prévention, on a des services d'action sociale, on a tout un ensemble de réponses physiques, où à travers la complémentaire santé, on optimise l'accès aux soins. On a nos services d'établissement de santé, comme je vous disais. Le fait de le prolonger par des solutions à distance, ce n'est qu'un prolongement de notre mission centrale. D'accord. Et pouvez-vous me dire l'efficience économique de tels services offerts à vos structures, à vos adhérents? Oui, alors c'est un thème qu'on a traité ce matin, la question de l'efficience économique. Est-ce que vous voulez en dire un petit mot? Alors on peut l'aborder de différentes c'est votre sujet, enfin forcément. Absolument, mais de différentes manières.
C'est un gros sujet, oui. Donc, ce qu'il faut bien voir là aujourd'hui, on a lancé des activités, on était les premiers à les lancer à aussi grande échelle. Hein. Je le rappelle, que ça soit pour Betteraz, qui est du coaching personnalisé. En 2015, beaucoup de gens en parlaient, personne n'avait lancé à aussi grande échelle, puisqu'on l'a lancé à l'ensemble, auprès de l'ensemble des adhérents. Donc, on a une base là d'expérience de plus de 4 millions de personnes. Vivoptim a été lancé, va être lancé en juin auprès de l'ensemble des adhérents de la MGN, donc à peu près le même nombre. Donc, on peut lancer là des nouveaux services à des très grandes échelles, ce qui nous permet d'avoir des retours d'expérience extrêmement importants. Et la téléconsultation qui va être lancée à partir d'avril pour Harmonie Mutuelle va couvrir au final les 10 millions de personnes du groupe Vive et 10 autres millions, puisque on fournit également les services à d'autres opérateurs nationaux sur des réseaux ou d'autres opérateurs institutions de prévoyance ou autres. Donc il y aura un potentiel de 20 millions de personnes. Donc je pense qu'on est les seuls, sans faire de cocorico, parce que ça prend l'effet à lancer des nouvelles solutions à très grande échelle. Et donc après, effectivement, en termes d'efficience économique, exemple là pour Vivoptim, il y a un gros programme d'évaluation médico-économique qui a été lancé par sa directrice de projet, qui s'appelle Virginie Febry, pour aller voir sur Internet. C'est extrêmement intéressant. Donc après plus de 14 mois d'instruction du dossier auprès de la CNIL, donc on a passé une convention avec la PHP, et puis pour l'évaluation, les données via la CNDS vont être extraites prochainement, et on aura les premières analyses en juin. Donc il y a un vrai effort après, avec une vraie approche, avec des protocoles pour évaluer l'efficacité de ce dispositif. Pour Betteraz, on avait procédé différemment. On a plutôt fait, sur la base d'un grand retour de l'expérience, qu'on avait près de 25 à 30 000 utilisateurs, ce qui était déjà très important. On a fait des grandes enquêtes sur les usages et les comportements qui nous ont permis d'affiner ou de faire évoluer complètement à la base de la plateforme Betteraz en 2018. Et pour mes docteurs, on va être un peu pionnier en téléconsultation, parce qu'à une telle échelle, ça n'a jamais été fait à ma connaissance en France, donc on va apprendre aussi énormément de choses, ajuster les choses, en reprécisant qu'on ne se veut pas un réseau parallèle, on est bien d'accord à travers tout ça, on est bien complémentaire au système de soins, il y a aucun problème par rapport à ça, et on fera évoluer les choses en fonction de ce qu'on va apprendre. On peut être quelque part éclaireur de nouvelles solutions, puisqu'on peut avoir la puissance de le lancer à très grande échelle. Merci. Donc on voit l'importance pour vous de toutes ces questions-là. Et dans le fond, selon vous, puisque vous êtes le dernier intervenant de cette session, la e-santé, c'est un atout pour la prévention, c'est un gadget, c'est quelque chose d'essentiel. Comment vous définiriez les choses, votre vision à vous? En termes plus large, je pense que c'est incontournable quelque part. Donc, utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui pour rendre des actions les plus accessibles possibles auprès des populations les plus larges et de manière personnalisée, c'est irremplaçable. En même temps, je crois que ça a pu être dit dans plein d'interventions aussi, la technologie, ça remplace pas le lien humain. On est, sans faire de grands discours, on est mutualiste aussi, on croit beaucoup à la proximité et au lien humain. Donc, je pense que tout ça passe par une bonne combinaison de la technologie, bien sûr, mais de la proximité humaine. Et nous, on y croit beaucoup en mutualité. Eh bien, merci.